programme chargé, varié et qui, on l'espère, répondra à vos attentes et à vos différentes questions, a été concocté par les pilotes et par le comité technique, notamment l'équipe d'animation du plan régional santé-environnement. Je vais inviter à nous rejoindre sur l'estrade en premier lieu Monsieur Giraudoux. Je vous inviterai ensuite Mesdames Sepulveda et Dussauge à rejoindre l'estrade dans un deuxième temps pour que vous puissiez bénéficier de la visio. Et pareil, messieurs, merci de vos interventions. Vous pourrez mieux voir les diapositives de Monsieur Giraudoux depuis la salle. Je vous inviterai à revenir sur l'estrade dans un instant si vous le souhaitez. Patrick Giraudoux, vous êtes professeur émérite d'écologie à l'Université de Franche-Comté, membre du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVARS. Vous êtes aussi membre de l'Académie vétérinaire de France, qui est au cœur de l'esprit et de l'approche One Health. Par ailleurs, auteur principal à l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sous l'égide de l'ONU, ce qui pourrait être expliqué rapidement en disant que c'est le GIEC de la biodiversité, où vous travaillez avec plus de 130 autres chercheurs sur des travaux rédactionnels en cours. Vous allez intervenir en présentant une approche One Health déclinée sur un territoire rural, et nous présenter peut-être en quelques mots pour commencer cette approche. Oui, donc merci à tous déjà d'être si nombreux pour un projet qui est quand même très très ambitieux. On peut peut-être commencer par la première diapo. C'est peut-être moi d'ailleurs qui va le faire. Oui, ça marche. Bon, oui, donc je vais faire une présentation en deux temps, une présentation qui va vous rappeler, parce que ça a été déjà dit par monsieur le directeur à l'agriculture et à l'alimentation, ce qu'est One Health, mais ensuite on descendra au ras des pâquerettes pour voir comment on peut décliner ça de façon tangentielle au niveau local, avec des acteurs locaux. Donc on va passer du sommet de l'ONU jusqu'à la Franche-Comté et une partie de Rhône-Alpes là. Alors, classiquement, quand il s'agit de maladies, les études médicales, qu'elles soient vétérinaires ou humaines, nous amènent à considérer une chaîne de transmission quand il s'agit de maladies infectieuses, le pathogène, l'infection, qui nous amène à la maladie. Ça, on sait à peu près bien faire. Et puis, on a développé autour de cette approche de contrôle du pathogène tout un tas de connaissances très approfondies, très pointues, j'allais dire exceptionnel dans nos pays développés, c'est-à-dire qu'on va très loin dans la technologie. Et vous en avez un petit aperçu dans les chaînes de causes et conséquences qui vont en dessous. Mais ceci dit, si on veut s'inscrire dans un contexte non plus de soins, mais de prévention, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que là, on est obligé d'explorer des chaînes de causes à conséquences qui sont extérieures à ce petit système que vous voyez en dessous, pour aller vers le gros système qui fait qu'à un moment donné, le pathogène, il est forcément porté par un vecteur ou par un autre. On a parlé tout à l'heure de zoonose. Bon, 70%, vous l'avez rappelé, des maladies infectieuses humaines sont d'origine zoonotique. Et derrière la présence de l'autre qui est souvent sauvage, au moins au départ, même si le domestique devient amplificateur, cet hôte sauvage, il répond à des disponibilités en habitat, à des conditions écologiques particulières. Les disponibilités en habitat répondent elles-mêmes à des politiques d'aménagement du territoire. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut considérer si on veut se situer dans la vraie prévention, qui n'est pas la réponse à une épidémie, qui est empêcher l'épidémie. Alors, les compétences à mettre en œuvre là autour, elles sont extrêmement compliquées, dans la mesure où on est dans des champs disciplinaires qui sont écartés petit à petit les uns des autres, qui sont individualisés au cours du temps, mais qu'il faut faire converger pour comprendre comment fonctionne le système. Et le mot important est là, c'est-à-dire le système. Alors, on s'y est déjà employé, une seule santé, One Health, on a réfléchi avant, et même encore maintenant, par d'autres voies à ça. Et vous avez tous ces mots-clés que vous avez là avec santé des écosystèmes, excusez-moi, j'ai oublié de la remettre en français, santé globale, santé planétaire, vous avez EcoHealth, vous avez une seule santé avec One Health, vous avez à l'origine de tout ça la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Et en fait, cette réflexion globale qui a été rendue nécessaire, puis la Covid-19 a été un électrochoc, tout ça, ça date d'avant, mais quelque part, ça a amplifié les choses.
elle peut se résoudre sur finalement une convergence à partir de disciplines qui étaient différentes. C'est-à-dire que chacun a sa communauté scientifique et chacun veut son petit mot de vocabulaire avec ses spécificités. Il y a les spécificités, certainement. Hein. Et moi, j'aime bien le ranger, comme l'a fait Serge Morand et ses collègues, autour de deux gradients. Hein, une approche qui est plutôt réductionniste, c'est-à-dire qu'on voit le patient et ce qui se passe autour, et une approche plutôt globale où on voit le système dans lequel s'inscrit la population humaine, pas seulement les individus. Hein. Et puis, on peut être aussi plus anthropocentré, c'est la personne que je vois dans mon cabinet, ou bien l'animal que je vois dans mon cabinet, ou moins anthropocentré, c'est-à-dire le système qui, lui, produit en quelque sorte, ou est le véhicule de la maladie. Alors, on va aller dans le vif du sujet, c'est horrible, je suis désolé pour cette diapo, je ne sais pas faire comme autrement. Alors, le directeur de l'agriculture et de l'alimentation l'a fait très bien à l'oral. Alors, je voudrais quand même un petit peu insister pour dire que finalement, One Health, c'était un concept flottant jusqu'à maintenant, dans la mesure où il n'avait pas été formellement défini. Donc, il y avait plusieurs définitions avec les convergences que vous avez vues là derrière. Alors, on en a une maintenant qui a été validée depuis l'an dernier conjointement par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, et puis l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO hein, en anglais, et puis l'UNEP qui est l'Organisation des Nations Unies, pour l'UNEP, en anglais c'est l'United Nations Environmental Programme, donc c'est le programme environnemental des Nations Unies, voilà, bon, dans le bon sens. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est des horizons onusiens qui sont très très différents, hein. Santé humaine, santé animale, alimentation et protection de la biodiversité, entre autres, hein, l'environnement. Et en fait, ça se résume en 3 phrases que je vais reprendre quand même parce qu'il faut s'y attarder. C'est qu'One Health, c'est une approche dite intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. C'est quelque part un petit choc culturel qui est dur à endurer, je pense, quand on est médecin ou voire vétérinaire. C'est-à-dire se dire à un moment donné, attends, j'ai consacré ma vie à la santé humaine ou à la santé animale si vous voulez, mais quelque part je dois faire des compromis à un moment donné, peut-être, sur d'autres domaines, pour assurer une santé globale meilleure encore. Hein. Et ça, c'est quelque part une révolution un peu copernicienne qui n'est pas du tout évidente, parce que la santé populationnelle, c'est quelque chose de très différent de la santé individuelle, et ça, il faut aussi s'en persuader. La deuxième chose, c'est la conséquence de la première, c'est de reconnaître que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Vous allez me dire, les plantes, qu'est-ce qu'elles font là-dedans ? Pensez aux événements récents, les phytosanitaires. La santé des plantes, elle est bien à ce moment-là traitée par les phytosanitaires d'une certaine manière, on va dire ça comme ça, mais elle a bien des retentissements possibles sur la santé humaine et la santé animale. Troisième point, c'est que l'approche, bien sûr, et ça fait écho à ce que je vous ai montré avant, elle mobilise de multiples secteurs, disciplines, communautés, différents niveaux de la société. En gros, ça mobilise tout le monde, quoi. Hein. Et le focal, là, c'est la promotion du bien-être et la lutte contre les menaces qui pèsent sur la santé et les écosystèmes. Donc c'est large aussi, ça. Hein. On voit derrière l'effondrement de la biodiversité, on voit le réchauffement climatique et ses conséquences. Hein. Tout en répondant bien sûr aux besoins collectifs en eau, énergie, air propre et en aliments sûrs et nutritifs, en prenant des mesures contre le changement climatique et en contribuant au développement durable. Bon, bref, c'est une politique globale. Bon, c'est un peu ambitieux. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces 4 organismes internationaux ont mis écosystème à chaque paragraphe. Bon, je suis écologue, hein, bien que participant aux travaux de l'Académie vétérinaire, preuve qu'ils ont l'esprit large, je ne suis pas vétérinaire. Et j'ai été surpris de voir écosystème à tous les étages, c'est pas moi qui suis responsable de ces définitions-là. Hein. Mais c'est cette idée de pensée systémique, quelque part, qui est à mettre en avant. Alors bien sûr, l'écosystème, c'est le système par excellence. Hein. Et c'est de ça qu'on veut souligner, c'est qu'on ne travaille plus maintenant par compartimentation, il faut qu'on voit le système dans toute sa globalité. Alors ça a été illustré par des petits schémas de rappel. Alors vous voyez qu'on est un peu plus compliqué que par le passé, dans la mesure où les 3 santés, écosystèmes, humaines et animales, ne sont plus des cercles qui se superposent, plus ou moins. C'est des cercles qui s'autocontraignent. Si je grossis l'un, je diminue l'autre. Bon, c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais c'est quelque chose qui montre que la contrainte est forte, hein, que les interrelations sont fortes. La deuxième chose, c'est le rappel de l'interdisciplinarité entre secteurs et disciplines, pas que les disciplines. Puis ça nous montre, c'est un gloubi-glouba assez difficile à
à trier, hein, qui montre aussi qu'il y a des échelles de perception de tous ces phénomènes-là. Et là, vous êtes bien placé pour le savoir. Ici, on est à l'échelle régionale, mais avec des déclinaisons locales. Mais quelque part, ce qui se passe en local interagit avec le régional, qui lui-même interagit avec le national, qui interagit au niveau global. Et le réchauffement global, par exemple, c'est quelque chose qu'on va décliner en local, mais finalement, ça se passe ailleurs, d'une certaine manière. Ça se passe aussi en local. Et ces problèmes d'échelle, d'inclusivité, d'accessibilité, c'est tout ça qu'on doit prendre en compte. Alors, il y a les 4 C maintenant qui interviennent dans cette notion d'une seule santé. Hein, communication, collaboration, coordination. Alors ça ne fait pas un C, mais ça le fait en anglais, c'est capacity building. Hein. Donc on parle des 4 C pour le mémo, hein, c'est le renforcement des capacités. Et ça, c'est l'idée qui est importante et qui, à mon avis, en territoire est essentielle, c'est qu'on puisse aider la population, les gens, nos concitoyens, à s'approprier l'attitude et les questions qui vont se poser. Et c'est ça qu'on va aborder dans 5 secondes. Alors, c'est pas simple, hein, parce que la définition de la santé des écosystèmes, bon, la santé animale et la santé humaine, c'est déjà pas simple à définir, contrairement à ce qu'on dit. Il y a une définition de l'OMS de 1947, mais enfin, en gros, être en bonne santé, c'est être dans le bien-être. Bon, c'est quand même un peu vague. La santé animale, c'est encore pire, hein, en termes de définition. La santé des écosystèmes est d'un autre ordre. On ne peut pas demander à un écosystème s'il va bien, il ne répondra pas. Hein. Mais on est obligé de le définir aussi assez... comment dire, précisément c'est une difficulté. Alors je vais passer assez rapidement là-dessus parce qu'effectivement le temps s'écoule. Hein. Juste pour faire un flash sur la notion de biodiversité parce que c'est celle qui est la plus mal comprise. Le réchauffement climatique, on voit bien à peu près où on va. Mais pour la biodiversité, on ne voit pas bien à quoi ça sert cette biodiversité. Qu'est-ce qu'on nous embête avec ça? Alors, vous allez regarder ce petit schéma, vous voyez que vous avez des petits poissons, mais ça pourrait être des écosystèmes, ça pourrait être des espèces, ça pourrait être des populations, c'est un symbole simplement, hein, des individus, qui sont différents. Donc j'en enlève un certain nombre, ça va me faire ça. Ça ne va pas changer grand-chose finalement. On aura peut-être un peu plus de production primaire parce qu'il y aura un peu moins de consommateurs, mais il y aura très vite une espèce opportuniste qui va prendre le dessus et qui va remplir la niche vide. Donc on aura un système qui sera passé de forte biodiversité à faible biodiversité. La première chose à retenir, ça, c'est que c'est irréversible. Puisqu'on aura perdu des espèces, on ne peut pas les retrouver. Contrairement au réchauffement climatique, ça prendra des centaines d'années, mais à la limite, on pourrait revenir en arrière. Bon. Là, non. La deuxième chose, c'est que si vous avez un système qui est faiblement diversifié, et que vous avez ne serait-ce qu'une bactérie qui se mette là-dedans auquel le rouge est sensible, ben le système s'écroule. Alors que si vous avez un système fortement diversifié, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est une illustration, c'est juste pour vous montrer par quel mécanisme, par quel processus cette question de biodiversité est importante. Ce n'est pas simplement un programme télé où on voit des jolis animaux. Ça a des conséquences très directes sur la propagation des épidémies. Alors je vais passer rapidement parce que là on n'a vraiment pas le temps. Si ce n'est pour vous dire qu'on est déjà dans un système très peu biodiversifié. Regardez les mammifères, si on ne regarde que les mammifères. Hein, 100% des mammifères, c'est à peu près 36% des humains, 60% les animaux domestiques, donc 96%, il ne reste plus que 4% pour les animaux sauvages en biomasse. Ces 4%-là, c'est 6450 espèces, alors que les 96%, c'est 38 espèces. Donc on est déjà dans un système qui est explosif en soi. Et on le voit bien par la multiplication des épidémies à l'heure actuelle. Ouais, 71% des oiseaux, c'est les poulets aussi. Bon. Alors, dernier point avant la vidéo, une seule santé, ça ne se limite pas aux maladies infectieuses. Une seule santé, ça ne va pas remplacer tout. Il y a des tas de sujets de santé qui n'ont rien à voir avec une seule santé. OK, hein, si je pose un stent, bon, je ne vois pas bien le lien qu'il va y avoir avec une seule santé. Donc il ne faut pas mettre une seule santé à toutes les sauces, mais ça ne regarde pas non plus que les maladies infectieuses. Alors vous avez une liste, on ne va pas regarder le tableau, ça serait trop compliqué, hein, mais les toxines émergentes, les pollutions toxiques, les cancers, etc., tout ce qui a trait à l'environnement peut être abordé par une approche systémique de type une seule santé. Alors vous allez me dire maintenant comment on fait sur le terrain. Je n'ai pas de recette parce que finalement on commence seulement. Ce que je veux simplement partager avec vous, c'est une expérience et une vidéo qui est tangentielle à une seule santé, mais qui a amené à aborder les problèmes de santé. Alors vous allez le voir dans la vidéo, c'est l'échinococcose alvéolaire, mais il y a un volet tic et borréliose qui s'est rajouté depuis, je vous expliquerai pourquoi. Et simplement, on va écouter ça et pour voir comment des acteurs peuvent s'approprier une forme de rationalité relative à une seule santé sur une question qui au départ n'était pas une question de santé. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller. Oui, on va la lancer dans quelques secondes. Juste pour préciser, comme je voyais certains d'entre vous très concentrés à prendre des photos, vous aurez l'ensemble des supports qui vous seront partagés, ainsi que les différentes vidéos présentées par M. Giraudoux, ainsi qu'une vidéo à suivre. Cool.
Beaucoup l'ignorent et lui ne s'en doute sûrement pas, mais le renard est au cœur de nombreux débats. Tous les 3 ans notamment, quand il s'agit de savoir si le renard est une espèce nuisible ou non. On parle aujourd'hui plus précisément d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et dans le Doubs, comme ailleurs, c'est avec un arrêté ministériel qu'une réponse binaire doit être apportée à cette question. C'est oui ou bien c'est non. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses pour le renard sur sa régulation par tir ou piégeage qui peut ou ne peut pas être autorisé en dehors de la période de chasse. Pour prendre cette décision sont réunis autour de la table agriculteurs, chasseurs, naturalistes, chercheurs et représentants de l'administration. Pas facile évidemment de mettre tout le monde d'accord et pas facile de statuer sur cette question. Surtout que le renard occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et que sa densité est variable, mais en moyenne plutôt élevée dans le Doubs. Certains lui reconnaissent un intérêt en tant que prédateur de campagnols, ce petit rongeur qui peut faire des grands dégâts dans les prairies du secteur. Certains, à l'inverse, lui reprochent d'être toujours un voleur de volailles et de décimer des espèces sauvages comme les lièvres ou les oiseaux. Et pour finir, on pointe sa responsabilité dans la transmission de l'échinococose alvéolaire, une maladie parasitaire transmissible à l'homme dont le Doubs est l'un des foyers historiques. Chacun a donc ses arguments, ses contre-arguments et ses interrogations quant au classement ou pas du renard comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En novembre 2018, émerge l'idée du projet Carelli. Avons-nous toutes les données suffisantes pour pouvoir décider? Sur la centaine d'articles scientifiques épluchés, aucun ne répondait totalement à cette problématique. Une autre question se posait, c'est l'applicabilité de ces résultats par rapport à nos écosystèmes du massif jurassien. Pour trancher, il faut échanger des savoirs, réunir des informations et surtout les analyser. Carelli, pour campagnol, renard, lièvre, a regroupé dans notre département de nombreux acteurs. L'objectif étant d'arriver à guider et objectiver les futures décisions concernant son classement. Alors le programme Carelli va se dérouler dans 2 zones du département pour tenir compte de la variabilité des milieux et du coup on va se retrouver avec une zone sur les premiers plateaux et une zone dans la zone de montagne sur lesquelles le statut du renard est différent. Un premier secteur où le renard sera chassé et piégé, et puis un deuxième secteur où là au contraire il ne sera ni chassé ni piégé. De fait il sera intégralement protégé sur ces 2 secteurs. Et c'est cette différence de statut que le programme Carelli tient à comparer. Et pour cela, eh bien, un certain nombre de paramètres seront mesurés dans ces différents secteurs. On va ainsi quantifier la variation d'abondance des renards, des lièvres et des espèces d'oiseaux nichant au sol, mais aussi quantifier l'abondance des campagnols. En parallèle, on va suivre l'échinococose et les renards porteurs de cette maladie. Les dégâts causés par le renard seront également recensés. Une telle étude ne se mène pas en quelques mois ou en une année. C'est sur le long terme que le dispositif Carelli a pour but d'exister, au moins 10 ans, afin de couvrir un cycle démographique de campagnols. Toutes ces opérations feront l'objet d'un suivi sociologique. Il s'agira de s'intéresser à la controverse portant sur le statut du renard et de suivre la dynamique du collectif qui conduit cette étude. Il s'agit donc de se saisir d'une occasion pour forger de nouvelles méthodes d'aide à la décision. Par exemple, créer un modèle d'approche socio-écologique qui pourrait être repris pour d'autres espèces ou dans d'autres espaces. Donc l'idée est de travailler sur des bases scientifiques, c'est-à-dire des questions et des protocoles rationnels qui sont co-construits par toutes les parties prenantes. Cette manière de travailler ouvre la voie à des choix raisonnés et raisonnables. Par exemple, de gestion des espèces, si nécessaire, pas obligatoirement, et donc de protection de la biodiversité dans son ensemble. Voilà. Alors, 2 points. À ce projet-là, maintenant, c'est adjoint depuis cette année un projet financé par l'ARS sur tic et borréliose. Donc, c'est parce que justement, il y a des systèmes d'observation. Mais ce qui est important là, c'est pas le renard, à mon avis. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est certainement le fait que ces gens-là, tous ces gens-là qui viennent d'horizons très différents, vous avez vu, le monde de l'agriculture, le monde de la santé, le monde de la chasse, le monde de la conservation, puissent travailler ensemble sur des bases rationnelles. Et c'est cette idée-là qui me semble sous-jacente. On ne dit pas One Health, cela, ou une seule santé d'ailleurs, hein, ce n'est pas le sujet. Mais c'est typiquement, me semble-t-il, un positionnement qui pourrait être celui qui pourrait être sous le chapeau One Health ou une seule santé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Giraudoux. C'est toujours avec la même clarté de votre côté et le même enthousiasme de mon côté que nous partageons des moments ensemble. Vous allez pouvoir, dans quelques instants, poser quelques questions si vous le souhaitez
M. Giraudoux et aux intervenantes à suivre. Mais allez, j'ai le privilège d'avoir le micro, j'en profite. L'approche One Health, telle que vous nous la présentez, telle que vous l'avez abordée, nous offre, notamment dans la démarche préventive en santé-environnement, un appui méthodologique par rapport aux enjeux de biodiversité, aux enjeux liés aux risques zoonotiques. Comment pensez-vous qu'il soit possible, est-ce même opportun, d'intégrer les clés de cette approche dans d'autres objectifs du PRSE, tels que l'amélioration de la qualité sanitaire de l'eau, tels que l'adaptation aux impacts sanitaires et environnementaux du changement climatique? Bon, je crois que la réponse elle est très simple. Hein. On n'a pas de zoonose dans ce cas-là, mais d'où viennent les polluants des eaux, par exemple? Il suffit de s'interroger sur leur origine. Vous avez des problèmes de nitrates, vous avez des problèmes de pesticides, vous avez des problèmes de médicaments vétérinaires et humains qui peuvent se retrouver dans l'eau. Et donc, il faut bien étudier comment le système fonctionne pour les produire et en quelque sorte, les voir arriver à un moment donné dans notre eau potable. Bon, on est typiquement aussi dans un modèle One Health. Les événements récents ont montré qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul dans son coin, qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et discute pour trouver des solutions qui sont des solutions, alors j'allais dire scientifiquement validées, mais en même temps socialement acceptables. Bon, donc on est typiquement dans ce cas, dans une approche une seule santé aussi, même s'il n'y a pas de maladie infectieuse. Merci beaucoup pour ces éléments que l'on pourra poursuivre en discussion tout à l'heure. J'invite maintenant Diana Sepulveda et Marlène Dussauge à rejoindre l'estrade. Daniel Sepulveda, vous êtes ingénieur biodiversité, biodiversité urbaine et santé, référente One Health à la direction santé de la ville de Lyon. Vous aviez déjà eu l'occasion l'occasion de vous entendre avec beaucoup d'intérêt lors d'une précédente conférence en webinaire en juillet 2023 qui avait permis de présenter le bilan du PRSE 3. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de Marlène Dussauge, coordinatrice du projet européen One Health for Cities, Urbact, à la direction aussi de la santé à la ville de Lyon. Une nouvelle fois, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est très important en fait que les collectivités soient aussi présentes dans des moments comme celui-là, parce que vous allez voir que les collectivités en fait territoriales nous sont en fait la clé de la mise en place de cette approche One Health, d'une seule santé, par rapport à notre périmètre d'action. Voilà, alors l'approche Une seule santé est un défi pour les collectivités. Et là, nous, on vous invite, pourquoi pas, est-ce que nous, on peut penser la ville comme un écosystème. Voilà. Alors, je pense que là, je vous apprends rien du tout par rapport aux services écosystémiques de la nature. En fait, en ville, on sait que c'est un enjeu fort du siècle 21, et je sais que vous êtes tous d'accord avec moi, j'espère. Évidemment parce que la biodiversité urbaine, elle peut contribuer très positivement au métabolisme des villes. Pourquoi? Parce que, on l'écoutait depuis tout à l'heure, parce qu'elle participe à la régulation des cycles de l'eau urbain, aussi en fait au contrôle des microclimats urbains, les îlots de chaleur. En fait, on sait qu'à Lyon, la canicule dernière, on était la ville la plus chaude de la France. Elle participe aussi, en fait, ces natures en ville à la fourniture des ressources alimentaires, des ressources énergétiques, et aussi au bien-être de l'individu, au bien-être de la santé mentale, de la santé des individus. Alors, c'est dans ces perspectives que la ville de Lyon s'est engagée dans un plan nature très ambitieux. L'objectif pour le nouveau exécutif municipal, c'est de passer d'une ville minérale à une ville plus nature.
y faire des liens. Mais bon, ça c'est à plus long terme, on va vous l'expliquer plus en détail quand l'intervention s'avance. Faire de Lyon une ville avec des milieux urbains favorables à l'étroite santé. Alors, là, nos espaces urbains, ils sont en train d'évoluer. C'est tout un mosaïque des natures terrestres et aquatiques. Alors, il faut, nous, les collectivités, parce que nous, on est responsables de la qualité de ces milieux urbains, on voit aussi que les interfaces homme, animal, végétal et environnement, ils sont en train d'évoluer aussi. Et à ce moment-là, on va prendre en compte les croisements des différents enjeux sanitaires et environnementaux. Alors, c'est là qu'on se pose la question, comment comprendre le fonctionnement de nos écosystèmes urbains? Et on se le pose en fait à la direction de la santé auparavant, direction de l'écologie urbaine, on se le pose depuis longtemps. Depuis l'année 2016, nous, on s'est lancé en fait dans cette direction, à la direction de la santé, on s'est lancé dans un ensemble de projets où il y avait les sciences appliquées, parce que Patrick, il a montré vraiment bien, on ne peut pas, nous, les collectivités, pour comprendre la qualité de le milieu urbain, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler en fait avec d'autres acteurs. Et c'est là qu'on a commencé à mettre les sciences appliquées dans nos projets, dans nos parcs urbains, pardon, pour comprendre en fait, dans nos espaces urbains, pardon, pour comprendre comment en fait comprendre cet écosystème urbain. Là, il y a différents exemples. Je vais vous parler du premier projet en fait qui a donné naissance, si je peux dire ça, à cette réflexion. C'était ce projet-là qui a donné naissance à ce travail de transversalité, de comprendre en fait à l'époque, on avait les associations des malades de Lyme qui commençaient à se poser des questions par rapport à la gestion raisonnée d'un espace vert. Parce que les espaces verts, en fait, ils laissaient à l'époque beaucoup de prairies pour, en fait, les insectes pollinisateurs, en pro de la biodiversité. Et les associations des malades de Lyme, ils se posaient la question par rapport à la présence des tiques. Ils sont venus nous voir à la Journée de la Santé en train de dire il y a des tiques partout dans les parcs lyonnais, il faut faire quelque chose. Et c'est là, en fait, qu'on avait dit à l'élu de la santé, on va faire quelque chose, mais on va documenter notre discours. En fait, il faut documenter ce discours avec des données scientifiques. Et on avait mis en fait en place avec différents partenaires, en fait, voir si le cycle de la maladie de Lyme était complet dans nos parcs lyonnais. On ne pouvait pas travailler que les parcs lyonnais, c'est pour ça qu'on est allé plus en périphérie, parce qu'on part de vivant en ville, qu'il n'y a pas de frontières, et c'est là aussi que la métropole il a commencé à travailler avec nous. On avait commencé avec deux approches, l'approche environnementale et l'approche en fait sanitaire. Et après, en fait, on s'est posé la question comment on peut communiquer en fait avec nos citoyens, comment on peut aussi sensibiliser nos élus, parce que nous, on est en fait le service technique des élus en fait dans les mairies. Et c'est là en fait qu'on a mis en place aussi cette approche sociologique. Et je pense qu'on ne peut pas travailler des projets sur le milieu urbain sans avoir cette approche sociologique. Alors, pour comprendre aussi le fonctionnement de nos écosystèmes urbains, il faut aussi prendre en compte les liens, et là vous l'avez répété depuis ce matin, les liens entre santé et transition écologique, la qualité des milieux urbains, le climat, l'alimentation, l'agriculture urbaine. Alors, à Lyon, ils ont mis une série de plans d'action pour pouvoir travailler ces enjeux. Et parmi, il y a le contrat local de santé. Et moi, je suis très fière de ce contrat-là parce que je trouve que c'est un contrat local de santé qu'on voit qu'il y a une application sur le terrain. Il y a 43 fiches dans ce contrat-là et l'axe transversal, c'est l'approche Une seule santé. Alors,
Après le Covid, qu'on avait déjà parlé ici, les élus se posaient la question, surtout notre élu à la santé, Céline de Laurence, on ne peut pas rester intramuros, on ne peut pas rester en fait que dans la France, il faut aller plus loin que ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une démarche lyonnaise, santé des villes et santé des citoyens. C'est une démarche lyonnaise pour impulser la dynamique européenne et améliorer la qualité en fait, de la vie des citoyens. Là, c'était organisé par la ville de Lyon et soutenu par la métropole de Lyon. Alors, ces jours-là, les villes européennes se sont engagées dans une approche, une santé globale. Et cet engagement a donné lieu à la déclaration de Lyon. Et cette déclaration, en fait, était inscrite dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui était aussi en même temps, en fait, à Lyon, qui avait cette conférence de santé des villes et santé des citoyens. Voilà. Alors, on est allé déjà un petit peu plus loin. Et on avait dit qu'il faut qu'on réunisse tous ces plans d'action, toute cette expérience sur le terrain. Et il nous manquait ce côté de trouver un moyen pour pouvoir systématiser la mise en place de l'approche One Health dans les milieux urbains. Alors, après ces déclarations-là, on s'est posé la question comment on donne suite à tout ça. Et on a eu la chance, en fait, à l'époque, qu'il y a eu un appel projet par rapport à la plateforme Urbat. C'est une plateforme de l'Union européenne qui Marlène, il va vous expliquer mieux que moi. Alors, on a saisi cette opportunité et on a eu le lauréat entre 52 en fait, projets qui s'étaient présentés d'être parmi 30 qui s'étaient acceptés. Alors, je laisse à Marlène la suite par rapport à ce projet-là. T'en prie. Bonjour. Du coup, donc vraiment, comme disait Diana, l'idée de candidater à ce programme et cet appel à projet d'Urbact, c'était comment mettre en pratique, chercher un moyen de mettre en pratique concrètement en milieu urbain l'approche Une seule santé, pour laquelle tout le monde était assez d'accord que ça pouvait être une des solutions pour apporter une meilleure santé de manière générale dans les collectivités. Donc, Urbact, le programme Urbact, en fait, c'est vraiment un levier d'expérimentation et d'apprentissage pour développer des méthodologies et des projets de manière générale. Et donc, nous, on a souhaité y intégrer l'approche One Health. Du coup, l'objectif du projet, c'est de promouvoir l'intégration de l'approche One Health dans les stratégies et projets urbains. Voilà, on a des partenaires de différents pays, donc il y a 9 villes européennes. Il y en a 2 en Finlande, une en Roumanie, une en Allemagne, il y a Strasbourg et donc Lyon en France, une en Grèce, une en Espagne et une au Portugal. Lyon est chef de file de ce réseau, donc ça veut dire que c'est vraiment la ville de Lyon qui a porté la candidature et qui a mobilisé des acteurs des villes autour d'elle pour poser ce projet. L'idée de cette diversité de villes, c'est déjà une diversité géographique, comme vous pouvez le voir. C'est aussi une diversité de taille. Par exemple, la ville de Benissa, c'est une petite ville, c'est 12 000 habitants. Munich, c'est plusieurs millions. Et on est aussi sur des niveaux de développement différents. L'Union européenne donne des notations de développement par région. Et l'idée, c'est de pouvoir diversifier. Pourquoi ? Pour tirer des apprentissages qui puissent être réutilisés par la suite un peu dans toutes les communautés, dans toute la communauté européenne. Oui. Donc c'est une vision long terme. On a 2 ans et demi sur ce projet. Et en fait, c'est 2 ans et demi pour apprendre, pour tester. Et au bout des 2 ans et demi, en jaune, chacune des villes doit pouvoir déposer un plan d'action à moyen, long terme pour intégrer l'approche One Health dans ses politiques urbaines.
Et ça passe du coup par il y a différents niveaux de travail. Donc il y a 2 ans et demi où on va se réunir régulièrement et on va partager entre nous des apprentissages, on va rencontrer des experts des différents pays. Voilà, on va vraiment engranger de la connaissance. En parallèle, en bleu, c'est ce qu'on appelle le ULG, donc c'est le groupe local Urbact. Donc ça se passe dans chacune des villes. À Lyon, c'est coordonné par Diana Sepulveda. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui ont déjà été mobilisées dans ce cadre-là. C'est un groupe d'experts, c'est un groupe aussi qui représente la société civile, qui va travailler sur l'application locale de l'approche Une seule santé à Lyon. Donc, qui va à nouveau faire plusieurs réunions pour travailler et pour porter l'expérimentation locale, dont je vais vous parler après. Donc voilà, on a 2 ans et demi pour chacune des villes va expérimenter, chacune des villes va s'entourer de différentes expertises sur les 3 santés, mais aussi sociologiques, mais aussi avec des associations qui représentent les citoyens. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir le meilleur panel représentatif possible pour travailler ensemble, tester et ensuite échanger régulièrement entre les 9 villes sur qui a appris quoi et utiliser les apprentissages de chacune des villes. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, c'est vraiment l'opportunité de tester une chose chez nous et de bénéficier de 9 apprentissages en fait. Donc chez nous, on a commencé à réfléchir à l'expérimentation locale et on veut savoir un peu, on veut évaluer les effets potentiels d'un urbanisme qui serait favorable à une seule santé et qui va agir positivement sur les déterminants de la santé des populations, des animaux et de l'environnement. L'idée, c'est d'utiliser une méthodologie qui existe déjà, celle de l'évaluation d'impact sur la santé, et d'y intégrer des déterminants sur les santé animales et environnementales. Et donc, cette évaluation d'impact 3 santé, on va l'appliquer à un projet qui est porté par la mairie de Lyon, qui est le lieu d'éveil à la pédagogie en plein air, qu'on appelle crèche en plein air, mais ce ne sera pas tout à fait des crèches, donc on va essayer d'appeler ça lieu d'éveil à la pédagogie en plein air, qui sont en train de se développer et pour lesquels il est particulièrement intéressant de voir les interactions entre les 3 composants. Voilà un peu, donc on intervient vraiment dans cette phase de conception du projet de crèche en plein air pour tester une méthodologie qui est l'évaluation d'impact sur les 3 santés. On va apprendre de tout ça et s'il s'avère que l'outil est performant et nous permet d'apporter comme on disait, là, un urbanisme favorable à une seule santé, et ben c'est quelque chose qu'on pourra dupliquer derrière. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, pour ces interventions. Je vous invite à rester sur l'estrade, si vous le voulez bien. Patrick Giraudoux, si vous voulez nous rejoindre pour pouvoir offrir l'occasion à la salle de poser quelques questions. Alors sur cette séquence, mais pourquoi pas sur le plan régional plus globalement. Et on a 2 collègues qui vont pouvoir faire circuler les micros. Collègues de l'équipe d'appui à l'élaboration du PRSE 4 et à sa mise en œuvre auprès des pilotes. Est-ce qu'il y a une première question? Oui, pour madame. Bonjour, je suis Aude Leby de France Lyme. C'est la première fois que je viens en tant que représentante de France Lyme, parce que j'étais jusqu'à présent que membre et on m'a demandé d'être présente aujourd'hui parce que je vais mieux, donc je suis contente. Je partage avec vous mon bonheur et surtout je suis d'un optimisme. Alors peut-être qu'il ne faut pas, mais moi je suis optimiste en voyant toute votre présentation et à quel point enfin on prend en compte voilà, le maillage homme, animal et biodiversité. Et je suis persuadée que nous,
malades de Lyme, enfin, et de toutes les maladies associées, on va pouvoir en trouver un bénéfice. Ma question portait sur quelque chose qui nous touche en tant que malade. C'est à quel moment il y a des restitutions. On sait que ça passera peut-être pas toujours très bien au départ, mais auprès de médecins, auprès de la communauté médicale pure et dure. J'ai entendu tout à l'heure le professeur Giraudoux faire une allusion à ça, mais on sait qu'effectivement, il peut y avoir des résistances. Voilà. Et je voulais savoir si à un moment, voilà, c'est prévu dans le PRSE, des remontées d'infos auprès de la communauté purement médicale. Merci. Merci. Je me tourne. Est-ce que monsieur Bauger, je vous passe le micro. Merci beaucoup, merci pour votre question. C'est un enjeu fort que d'associer la communauté médicale avec les difficultés potentielles que l'on peut rencontrer à ces travaux sur une seule santé, bien sûr, mais plus largement sur l'ensemble des thématiques de notre projet régional santé-environnement. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. On va essayer de faire ce travail de sensibilisation, d'information, de plaidoyer, aussi auprès des professionnels de santé, dans toutes les diversités. Donc c'est quelque chose qu'on a bien identifié dans nos travaux pour les prochaines années. Ce que l'on fera, c'est aussi des évaluations régulières du PRSE. Donc cet aspect, notamment parmi d'autres, devra être évalué. Est-ce que les messages passent? Quelle est la bonne échelle? Quels sont les acteurs qui peuvent permettre aussi de diffuser cette information? Les professionnels de santé sont encore nombreux, et tant mieux, dans notre région. Donc il faudra trouver le bon vecteur pour les sensibiliser, les former, etc. etc. C'est d'ailleurs l'enjeu que l'on a sur l'inclusion de formation en santé environnementale dans le DPC, qui est le dispositif de formation continue des professionnels de santé, pour que ce soit entre guillemets officialisé et peut-être incité avec encore plus de force. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une date précise à partir de laquelle on pourra vous refaire un retour, mais en tout cas ça fera partie des choses que l'on va suivre attentivement au cours des prochaines années, encore une fois pour s'assurer que les messages passent bien. Dès le départ, formation, information, sensibilisation, pour qu'ensuite les comportements et les actions puissent évoluer. Merci beaucoup, monsieur Bauger, pour ces éléments de réponse. On va poursuivre les questions et réponses en précisant aussi que l'ensemble des questions que vous auriez sur le plan régional lui-même pourront être abordées directement avec les pilotes d'action, d'une part, dans la phase de déambulation qui est à suivre, et puis avec les membres de l'équipe d'animation qui seront aussi présents au cours de cette déambulation. Je vous invite, monsieur, à poser votre question. Oui, bonjour. Je m'appelle Yves François, je suis président du Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes. Je suis là avec un collaborateur, Pascal Favreau, et j'ai une question pour monsieur Giraudoux concernant une forme de biodiversité dont on n'a pas trop parlé, qui est la microbiologie des sols. Donc nous, on est très sensibles. Alors, d'une part, parce que moi, je suis un jeune retraité agricole, donc j'ai pratiqué l'agriculture pendant toute ma vie professionnelle, et je me suis rendu compte de l'importance de cette partie de la biodiversité dans la façon dont on travaille le sol et dans la façon dont on peut faire évoluer les pratiques agricoles. Pour faire court, je me suis rendu compte en 2013 que nous faisions de l'agroécologie depuis très longtemps sans le savoir, quand Stéphane Le Foll avait mis ça dans sa loi d'avenir. Et puis après, on est passé en bio, donc voilà, vous comprenez l'évolution. Et en fait, c'est de se poser la question, de se dire, biodiversité du sol, on voit bien le lien évident qu'il y a avec l'alimentation, et donc dans le cadre de l'agroécologie. Et je pense qu'il serait important qu'on fasse continuer... qu'on continue à travailler sur la connaissance, parce que en fait, c'est immense, la biodiversité des sols, la microbiologie. On sait que là, il y a une capacité énorme à connaître, et puis vraiment travailler sur la recherche et le développement, qu'il faut faire vraiment monter en puissance pour que
les agriculteurs aient à leur disposition un maximum de connaissances pour travailler avec cette microbiologie des sols. Et je n'hésite pas à vous dire que nous avons, avec le Conservatoire d'espaces naturels, fait un petit film qui s'appelle « La vie des sols » que je vous engage à regarder sur YouTube parce que c'est une approche à la sensibilisation sur le fonctionnement de cette microbiologie et de cette biodiversité des sols. Merci. Merci monsieur, on a bien vu votre collègue aussi montrer un document, vous aurez l'occasion d'être sollicité puisque le temps de déambulation mais aussi le temps à suivre autour du buffet seront tout à fait propices à ces échanges. Mais maintenant, la question était adressée à monsieur Giroudou. Oui, mais je pense que le commentaire n'appelle pas forcément de réponse, c'est-à-dire que vous avez raison. Bon, donc la question maintenant, je crois qu'elle est surtout de savoir comment entraîner les acteurs et donc la profession, et donc les semaines qui ont précédé, on a vu que c'était quand même, ça pouvait être compliqué à certains moments, mais le problème il est là. C'est pas les gens qui sont le fait d'entraîner une communauté large, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a l'agroalimentaire, etc., dans la direction que vous donnez, mais qui est scientifiquement validée. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Si on perd nos sols, on perd notre alors, j'aime pas le terme autonomie alimentaire, on y met là-dedans, mais on perd notre capacité à produire une alimentation saine. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, ça c'est scientifiquement validé. Maintenant, c'est comment sociétalement on peut emmener les gens. C'est une question qui est à creuser et qui fait partie de tout ce dont vous parlez pour le moment. Merci. En attendant une éventuelle autre question dans la salle, peut-être pour mesdames de la ville de Lyon, nous indiquer sur quelle thématique les autres villes du réseau vont aussi travailler. Oui, du coup sur les 9 villes du réseau, c'est vrai qu'on peut faire un regroupement sur 3 thématiques, avec 3 villes qui travaillent sur chaque thématique. Donc on a les villes qui sont, je dirais, un peu plus avancées sur la thématique une seule santé, santé globale, santé planétaire, que sont l'Arty en Finlande, Munich et Lyon, qui vont vraiment réfléchir à des méthodologies qui pourront être un peu systématisées pour une approche vraiment intégrée, horizontale dans les politiques et les projets urbains. On a 3 villes qui vont être beaucoup plus sur l'intégration de l'approche une seule santé, sur les modes de vie, avec un travail sur le sport, un travail sur les activités physiques, dans la mobilité, dans la manière de vivre un peu tous les jours. Et puis, troisième groupe qui va être beaucoup plus sur la planification urbaine, avec notamment donc Strasbourg qui travaille là-dessus, avec des enjeux qui sont assez proches des enjeux de la ville de Lyon, sur les pollutions, sur les maladies infectieuses, etc. Merci. Il y avait une question et ce sera probablement une dernière question, avant-dernière question, puisque nous tenons à pouvoir vous donner le temps de bénéficier de ce temps, de la déambulation et des échanges qu'elle permettra. Bonjour, Dr Patrick Lemaître, je suis le vice-président du réseau Environnement Santé. Ma question, elle n'est pas directement en rapport avec notre activité. Elle prolonge un petit peu la question de la dame de France Lyme, à savoir comment est-ce que vous comptez développer des actions de formation au niveau régional en direction des professionnels de santé, étant donné que, comme vous le savez, la formation initiale en santé-environnement est totalement indigente. Donc, comment faire pour développer ces formations? Les formations actuellement disponibles au niveau national, hein, développées par l'ONDPC, c'est pareil, c'est extrêmement faible. Donc, pour intéresser les professionnels de santé à ce segment de la santé, il faut développer des actions de formation. Comment faire ? Alors, je vous propose de répondre au niveau effectivement de la ville de Lyon et ensuite je passerai le micro à Monsieur Bauger pour l'ARS. Alors, c'est vrai que c'est un vrai en fait, sujet au niveau de formation, mais nous, la ville de Lyon, en fait, on avait commencé déjà
dans le contrat local de santé, là je vous invite, il est sur ligne, vous pouvez le regarder, il y a 43 fiches d'action et parmi les fiches d'action, il y a la sensibilisation et la formation des différents en fait, acteurs qui sont en fait, concernés par rapport à la santé environnementale. Alors là, on avait déjà commencé en fait dans ces groupes de travail, parce que c'est pas seulement de les former, c'est inviter aussi la communauté en fait médicale à faire partie aussi de nos groupes de travail. Là, au niveau des maladies de Lyme, en fait, on a les hospices civils de Lyon qui sont en train de travailler en fait avec nous dans ces projets en fait de la conceptualisation du risque en fait de ces maladies dans nos espaces verts. Merci beaucoup pour cette réponse et cette illustration à l'échelle de la ville de Lyon. Et je vous propose, Monsieur Bauget, de compléter cette réponse. Oui, un mot en complément de mes propos tout à l'heure. C'est évidemment un travail partenarial que l'on va mener, que l'on va poursuivre avec les universités, avec les représentants des professionnels de santé. Tout cela doit nous permettre déjà de mieux identifier les formations existantes. De mieux les identifier, il y en a, de mieux les faire connaître, ils ne sont pas forcément toujours connus, voire de les retravailler aussi avec leur auteur pour bien faire passer l'information aux professionnels sur l'existant. On va aussi faire orienter ou créer de nouvelles formations, notamment autour de l'approche One Health, dans la continuité de ce qui a pu être indiqué, et un travail avec les universités, donc avec les autres ministères que celui de la santé, pour pouvoir intégrer cette formation dans le cadre de la formation continue des professionnels, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, etc., etc. Après, c'est un travail que l'on va construire, encore une fois, tous ensemble. Donc, on est évidemment preneurs de vos idées, de vos contributions. Les professionnels de santé sont très hétérogènes, bien sûr. On le sait dans nos territoires. On peut avoir des outils émergents, comme les communautés professionnelles territoriales de santé, qui peuvent être un bon moyen pour les toucher, qui peuvent être un bon moyen, un bon lieu de formation aussi. Après, on sait que la tâche est grande. Donc, c'est ensemble qu'on va devoir relever ce défi. Merci beaucoup pour une dernière réponse, une dernière question pardon, qui était sollicitée, monsieur, et ensuite on vous présentera la suite de la journée. Oui, merci Marc Meyer du CEREMA. Merci pour ces interventions très riches. Moi, j'avais une question pour la ville de Lyon. Savoir, là, vous avez évoqué des enjeux de développement, de méthodologie autour des EIS, en élargissant le spectre, en regardant un peu la santé animale, la santé des écosystèmes. Donc c'est des développements, j'imagine, assez opérationnels sur un projet dédié. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des développements un peu plus recherche à construire? Est-ce que vous avez prévu d'associer le milieu universitaire lyonnais? Je pensais notamment aux acteurs impliqués dans le lab Antares du PEPR Solubiode sur les solutions fondées sur la nature en milieu urbain, qui me semble être proche de vos préoccupations. Alors, tout à fait. En fait, dans ces dans ces groupes locaux urbains, on a vraiment en fait un panel des acteurs bien diversifiés. Il y a CHADMED qui fait partie aussi en fait de ces groupes locaux urbains. Il y a Antares aussi, Monsieur Xavier qui fait partie. Évidemment que, je l'ai dit depuis tout à l'heure, avec les sciences appliquées sur le terrain, en fait, on travaille depuis 2016 avec la communauté scientifique, qu'il soit des sciences de vie ou des sciences humaines à la ville de Lyon, pour comprendre nos écosystèmes urbains. Merci beaucoup. Les questions potentiellement à suivre et les échanges vont se poursuivre sur les temps à venir de la journée, à savoir dans l'heure qui vient, là immédiatement, jusqu'à ce que l'hypoglycémie vous guette. Vous pourrez déambuler d'îlot en îlot sur le secteur où il y avait le café ce matin, ainsi que dans le hall d'accueil où vous êtes arrivé, où vous avez émargé en début de journée. Ces différents îlots sont l'occasion d'une présentation plus précise, plus détaillée
des objectifs du PRSE et d'un certain nombre d'outils très concrets, très opérationnels, que chacun de vous, acteurs en santé-environnement, est susceptible de découvrir, d'utiliser et de s'approprier. Pour ça, les différents pilotes d'action du PRSE se sont mobilisés depuis quelques temps pour organiser votre accueil et cette déambulation. Donc une dizaine d'îlots sur ces deux étages vont vous permettre de découvrir très concrètement et surtout de rencontrer les acteurs du PRSE. Ensuite, lorsqu'il sera venu le moment de se restaurer pour vous, alors ça peut être entre 12h30, en tout cas à partir de 12h30, pour les plus affamés, ceux qui sont partis le plus tôt et de loin en début de journée, jusque vers 13h, vous pouvez vous rendre au restaurant du campus. Il y a un fléchage qui est fait, donc un petit cheminement qui vous permettra, dans cette année de sport santé, de vous dégourdir les jambes et de vous rendre jusqu'au restaurant du site, où une salle est dédiée et a été mise à disposition par Vétagro Sup, où vous pourrez vous restaurer. Le buffet restera ouvert jusque vers 13h45. À partir de 13h45, on vous invite à retrouver votre chemin pour revenir par là. Là aussi, ce sera fléché. Vous avez un plan dans votre badge. À revenir vers le bâtiment de Vétagro, celui dans lequel on se trouve, ou bien dans le bâtiment qui est juste à côté, le bâtiment de l'ENSV FVI, qui accueilleront l'un et l'autre les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits. Vous avez à l'intérieur de vos badges la liste des ateliers sur lesquels sont mentionnés le numéro 1. C'est là où vous devrez vous rendre dès 14h, et si possible plutôt à 13h55, afin que l'atelier commence bien à 14h. Ce premier atelier va vous permettre d'approfondir, d'échanger, d'entendre des témoignages à propos de la thématique et du questionnement qui est traité par l'atelier. Aux alentours de 14h55, le premier atelier auquel vous participerez se terminera et vous serez invité à vous rendre dans la salle du second atelier qui est mentionné sur votre badge. Là aussi, dans les salles, des plans, le rappel des lieux où se trouvent les différents ateliers, afin d'éviter de vous perdre dans le campus. À l'issue de ces ateliers de l'après-midi, de ces 2 sessions d'ateliers de l'après-midi, certains d'entre vous ont souhaité s'inscrire pour découvrir l'un des sites de Vétagro. Donc c'est une visite qui a été proposée et qui sera assurée par l'équipe de Vétagro, et une nouvelle fois on les remercie de cette proposition. Pour les autres, la journée se terminera à ce moment-là. On vous invitera à passer par l'accueil néanmoins pour reposer le petit cordon du badge. Ce n'est pas seulement un souci d'économie, c'est une démarche dans laquelle on s'inscrit dans la conception de ces badges, une démarche éco-responsable en minimisant le plastique, en envisageant le recyclage du papier, en envisageant et en mettant en œuvre des impressions éco-responsables. Et puis il reste une partie qui est la moins honorable de toutes, qui est un morceau de nylon. Et donc, à défaut d'utiliser et de pouvoir pour l'instant utiliser d'autres modalités, on vous invite à le remettre à la sortie afin qu'on puisse le réutiliser à d'autres occasions et éviter une surconsommation de ce produit. Voilà, on vous invite maintenant à découvrir les différents îlots. On vous remercie tous et tout particulièrement les intervenants pour cette matinée et on vous souhaite une bonne suite de journée.